Charlotte Marchandise, moi je suis militante associative. En 2014, j'ai été élue à la ville de Rennes en tant que citoyenne de la société civile. J'ai été également nommée maire adjointe déléguée à la santé et à l'environnement, toujours en tant que société civile, ce qui m'a amenée à développer et à essayer de trouver des outils pour rendre des comptes et travailler avec les habitants. C'est aussi ce qui m'a amenée à être candidate à la présidentielle en 2016 à travers l'initiative laprimaire.org, à laquelle j'ai été élue par 30 000 personnes pour porter une candidature hors des partis à l'élection présidentielle. Je viens du milieu de l'éducation populaire et il y a une sagesse qu'on a, qui nous a été donnée notamment par les travaux de Gandhi et qui est beaucoup répétée, c'est ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Dès lors qu'on applique ça à chaque décision qu'on prend en tant qu'élu, on va pouvoir réfléchir, tiens, ce que je fais, est-ce que je le fais sans les personnes directement concernées? Et souvent. Oui, parce que les personnes directement concernées ne sont pas toujours disponibles. Ce n'est pas forcément les personnes qui viennent en conseil de quartier, en comité consultatif. Donc, il faut aller les chercher. Il faut aller les voir, il faut leur dire, ben voilà, je vais prendre des décisions qui vous concernent. Comment on fait pour travailler ensemble? C'est leur redonner le cadre, dire, ben voilà, là, en l'occurrence, quand je suis élue à la ville de Rennes, je ne suis pas présidente de la République. Donc, il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire. C'est dans le cadre d'un budget contraint, dire ben voilà, on a tant d'argent pour faire. Et puis c'est dans le cadre du respect de la parole et de la bienveillance de chacun. Je pense par exemple quand je travaille avec les personnes sur les questions de santé mentale, avec les personnes en souffrance psychique, ça veut dire que je fais attention à ne pas faire des réunions trop tôt. Parce que quand on est avec des calmants ou des psychotropes, ben c'est compliqué de se lever tôt. Ça veut dire qu'on fait attention au vocabulaire. S'il y a les gens de la psychiatrie, on leur dit bah, attendez, là on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément toutes les clés, donc on va tous se remettre à un niveau de langage, à une compréhension que tout le monde peut comprendre. Et puis on fait des pauses toutes les heures, parce que c'est difficile de se concentrer quand on a ce genre de problème. Et ça marche. Les gens se sentent respectés et ils ont des idées que nous, on n'aurait pas en tant qu'élus. D'autre part, c'est aussi toujours remettre l'intérêt général au centre. Des gens viennent nous voir avec des problèmes qui sont de l'ordre de l'individuel, et c'est normal. Comment, quand une personne, par exemple, transsexuelle, vient de me voir pour me dire qu'elle a des problèmes avec la caisse primaire d'assurance maladie, comment je fais pour, de son histoire, en faire quelque chose de collectif où on va associer les associations de personnes trans avec la sécurité sociale pour former les agents pour que ce qui est arrivé à cette personne individuelle n'arrive plus à l'ensemble des personnes concernées. Donc je pense que faire par, pour et avec, c'est associer les gens, quitte à aller les chercher et leur donner des conditions pour agir. C'est aussi toujours passer de la demande individuelle à la demande collective. Pour garder les habitants engagés tout un mandat, il faut déjà prendre un bon départ et c'est engagé à quoi, encore une fois? À quoi je les engage? De quoi parle-t-on et dans quelles instances? Comment les gens savent ce que je fais? Parce que si on les engage juste pour les engager sur des réunions ponctuelles, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais à quel moment? Donc, je pense que la première clé, c'est de partager son agenda de façon extrêmement claire, extrêmement transparente et la diversité des sujets. Quand je travaille sur la charte de la vie nocturne, avec à la fois les jeunes qui ont le droit de faire la fête, mais les jeunes qui ne veulent pas faire la fête parce qu'ils travaillent, et puis les secours, la police, etc., il faut trouver des modalités de participation qui ne sont pas les mêmes que quand je vais travailler, je ne sais pas, sur la question de santé-environnement ou de l'animal en ville. Donc, c'est créer des modalités de participation, leur donner un agenda clair. Parfois on se revoit tous les ans, parfois on se revoit tous les 6 mois, parfois tous les 3 mois. Ça permet de donner un rendez-vous et de dire ben voilà, vous m'avez donné mandat pour quelque chose, je vous rendez compte par internet entre-temps, mais on se voit et vous allez pouvoir me questionner sur ce que j'ai fait. Si les gens ne sont pas contents, c'est aussi avoir des méthodes pour pouvoir répondre sans dire ce que les élus qui ne sont pas formés font parfois, dire je ne vous laisserai pas dire ça, j'ai fait plein de choses, j'ai investi. Dire ah oui, j'entends qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? C'est aussi être en permanence dans cet re-questionnement, dans ce doute par rapport à ce qu'on fait. Et puis, c'est d'avoir des résultats. Plus on commence à réussir à faire des choses ensemble, plus les gens y croient. Et cette confiance, elle se regagne pas à pas, tout doucement, avec des réussites. Des réussites qui sont aussi tout simplement celles de garder des budgets pour pouvoir agir. Et puis, évidemment, celles de partager les budgets. Donc,
Pour redonner de la confiance, il faut lâcher le pouvoir, il faut redonner le pouvoir aux gens, et donc il faut que moi j'en ai moins. Tout ce qu'on a fait en termes de budget participatif à la ville de Rennes a vraiment marché parce que les gens ont vu que il y avait 3,5 millions chaque année pour leur projet, sans veto politique. Et ça marche. L'enjeu principal de la participation démocratique, c'est de sortir de la participation, sortir de la concertation pour aller à une vraie co-construction, une vraie implication des gens dès le départ de la décision, c'est-à-dire on ne les fait pas venir une fois que tout est décidé, et en leur donnant, en les formant suffisamment sur toutes les questions qui sont là, parce qu'il y a des sujets complexes, il y a des sujets, moi il m'a fallu du temps, il m'a fallu beaucoup de réunions pour comprendre comment ça marche, je pense à la pollution de l'air, et c'est ne pas demander aux gens de prendre des décisions sur des sujets sur lesquels on ne leur donne pas les outils nécessaires pour décider. Et ça demande d'abord de se former, de réussir à comprendre et d'adapter les outils pour pouvoir les donner et les partager le plus possible. C'est aussi de ne pas peindre en vert, comme il le disait dans beaucoup d'endroits, de peindre en vert la décision en disant tiens, ça y est, c'est écolo, ça y est, c'est participatif. C'est d'interroger à chaque fois les méthodes et d'avoir une vraie radicalité démocratique qui n'est pas simple. Parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas les exemples, et donc de se nourrir beaucoup des exemples de ce qui se passe ailleurs, notamment en Espagne, qui sont des vrais terreaux de bonnes pratiques de radicalité démocratique avec lesquels on peut apprendre en tant qu'élu. Pendant la campagne, il y a eu une interview à Mediapart avec Edoui Plenel qui dit « Oui, mais bon, toutes vos idées, c'est des bien belles idées, c'est utopiste, vous êtes une bisounours ». Ce à quoi j'ai répondu « Oui, mais radical ». Parce qu'on ne peut pas continuer à porter un discours qui dit « Je suis pour la paix », mais bon, je suis pragmatique, je continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour taper sur le Yémen. On ne peut pas dire « Je suis pour la démocratie et la transparence », mais bon, on ne va pas nous faire chier pour un homard. C'est pas possible. Donc oui, cette radicalité bisounours, c'est dire je crois à un monde meilleur, je fais de la politique pour un monde meilleur, je fais de la politique parce que fondamentalement j'ai envie de contribuer à améliorer le quotidien des gens et je peux pas faire ça un tout petit peu. Réhabiliter bisounours, c'est une façon de redonner de l'espoir et de reconstruire cette confiance dont on a tant besoin. C'est aussi une façon de remettre liberté, égalité, fraternité dans le plus profond sens de ces mots, dans la beauté de ces mots, c'est-à-dire pas en créer des nouveaux, mais de revenir à ce qu'on a déjà, qui est là au frotton de toutes nos écoles, et de radicalement s'engager pour remettre cette égalité parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là à l'école notamment. Et les inégalités dès 5 ans sont criantes, dramatiques et honteuses, indignes de notre pays. On est aussi, on se prétend la pays des droits de l'homme, même si nous on préfère dire droits humains, et on continue à négocier sur les migrants qui arrivent de l'Aquarius. Oui, bon, on en prend 10, pas plus que ça, ce qui est absolument ridicule. Donc radicalement être pour cette démocratie, c'est aussi radicalement incarner les valeurs à chaque instant et être prêt à dire je me suis trompée. Je me suis trompée et là on va faire autrement et j'ai besoin de vous. Je ne peux pas décider de tout seul. Sur les grands défis, ce qu'on n'a pas forcément réussi sur la primaire.org, le premier il était temporaire. On est parti trop tard parce que j'avais déjà un petit pied en politique, je l'ai dit beaucoup. Mais les autres disaient non, c'est bon, les maires ils vont signer, ça va aller. Non, le temps de la décision politique, c'est du temps long. On ne peut pas demander aux gens de s'engager sur quelque chose qui de façon réelle ou supposée, les met en danger à ce point-là. On ne peut pas demander aux gens de changer en 2 mois. Donc le respect de chacun, y compris des maires, pour avoir la signature, pour se présenter, c'est prendre le temps de ce changement. Et donc s'il doit y avoir une nouvelle initiative citoyenne pour les présidentielles, elle doit se construire dès maintenant. Le deuxième grand défi, c'est le défi de l'argent. Comment on réussit à vraiment faire un crowdfunding qui nous donne les moyens d'y aller. Parce qu'on gagne quand même beaucoup, parce qu'on a suffisamment de moyens, ne serait-ce que pour embaucher des gens, les traiter correctement en tant que salariés. Moi, je ne suis pas pour, et on n'était pas pour avoir des gens en freelance ou trop abuser des bénévoles. Si on veut faire une vraie campagne pour une élection aussi importante que la présidentielle, il faut le faire correctement, y compris au point de vue légal, avec des comptes de campagne, avec des mandataires financiers. Et ça, le faire pas jusqu'au bout, ça nous a mis en difficulté. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder le guide, avoir un manuel de comment on se présente à la présidentielle. C'est aussi pour ça qu'on a sorti un livre, pour essayer de raconter ça et de faire mieux. L'autre enjeu, il va être la diversité.
Effectivement, sur la primaire.org, il y avait quand même 250 hommes et 10 femmes, ce qui est quand même pas tout à fait satisfaisant. Et on n'était plutôt pas dans des populations vulnérables, pas dans des gens qui ont du mal à accéder au pouvoir public, plutôt sur des gens qui ont déjà une facilité. Donc ça, c'est indispensable. Évidemment, il faut se former. Dans certains discours, il y a eu beaucoup de bêtises de raconter. Moi, je sais que j'ai dû me former à vitesse grand V. Je me sentais parfois extrêmement illégitime parce que je ne connais pas toute la fabrique des lois. Donc, il faut à chaque fois dire, voilà, je ne peux pas tout savoir. Néanmoins, sur la base, je ne veux pas prendre les gens pour des imbéciles. Je me présente à la présidentielle, il faut que je sache de quoi je parle. Parce que quelque chose qui crée une défiance politique immense, c'est le fait de raconter n'importe quoi. C'est le fait de faire des promesses qui ne sont pas vraies. C'est le fait de continuer à mentir et à penser que les gens, parce que c'est sur Facebook, ils vont le croire. Ce qu'on a vu dans nos échanges à tous les moments de la primaire, c'est que les gens avaient envie qu'on les fasse monter en compétences. Pas que les candidats. Tout le monde a envie de se lever. Tout le monde a envie qu'on croie à leur intelligence et à leur capacité de comprendre des sujets complexes. Un des défis, ça va être évidemment de donner à voir ces sujets complexes sous des formats qui ne soient pas des thèses écrites en noir et blanc et qui sont compliquées à lire, mais avec bien les outils qu'on a aujourd'hui, des infographies, des choses extrêmement claires. Là encore, les mouvements espagnols et les mouvements municipalistes nous ont montré plein d'outils pour montrer comment sont dépensés les impôts, pour montrer comment fonctionnent les choses, et donner des choses en temps réel également qui vont permettre de montrer à chaque étape où on en est, qu'on n'est pas en train de faire des négociations derrière, qu'on n'est pas en train de trahir la promesse donnée, mais d'être dans cette transparence systématique. La place des femmes, elle est essentielle, les mouvements municipalistes nous le montrent. C'est une façon, ils appellent ça de décoloniser les esprits. On représente 50% de la population, c'est une partie extrêmement minoritaire de la politique. C'est aussi faire en sorte d'amener des nouvelles valeurs en termes de politique qui sont celles du care en général, celles du prendre soin, qui sont portées typiquement par le féminin, parce que aussi on a été cantonné beaucoup dans ces rôles. C'est de dire que ça a de l'importance. C'est de dire que ce n'est pas que les winners qui se lèvent à 5h du matin et qui dorment peu, qui ont de la valeur pour la société. Au contraire, les gens vulnérables, et en tant que femme, forcément, on a une vulnérabilité plus grande puisqu'il y a toutes les violences qui existent. En tant que femme, on va pouvoir porter un discours qui n'est pas forcément un discours de winner, qui est un discours de dire « Eh bien oui, moi aussi j'ai eu des problèmes à un moment donné et c'est cette force-là, cette résilience-là qui va m'aider. » Évidemment, ce n'est pas que les femmes, c'est les personnes en situation de handicap, toutes les populations qui sont discriminées à un moment ou à un autre. Le municipalisme, c'est agir là où on habite, c'est agir dans son quotidien, c'est agir avec les gens qu'on connaît. Donc tout l'enjeu, c'est que chacun se sente capable de récupérer son pouvoir d'agir et d'avoir un impact sur sa vie. C'est aussi se sentir capable de rêver plus grand. Je suis convaincue que les gens n'ont pas envie d'être individuels, racistes et de ne pas s'occuper du monde autour. C'est quelque chose qu'on impose dans la dureté de la vie. Dès lors qu'on propose aux gens d'être plus grands qu'eux-mêmes, on les embarque là-dedans. Je pense que l'enjeu du municipalisme, c'est que chacun soit plus grand que lui-même. Et puis pour citer Murray Bookchin, je dirais que le municipalisme, c'est créer, renouveler et étendre le potentiel d'une communauté.